Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir d'être à nouveau avec vous ce matin pour ce troisième jour de Futurapolis à Toulouse. Alors ici au Muséum, tout au long de la journée, on va être ensemble. En tout cas, nous, on sera là jusqu'à 18h. On va évoquer beaucoup l'intelligence artificielle cet après-midi. On va évoquer aussi ce matin les questions de notation sociale, par exemple. Et puis, on va également beaucoup parler de santé ensemble, traitement contre le cancer, médecine douce. Et aussi, pour commencer, un sujet qui mérite qu'on s'y intéresse sans doute davantage, l'endométriose, cette grande inconnue. C'est le thème de cette première table ronde avec nos invités, Yasmine Kando, Jean-Philippe Estrade et Daniel Weyman et la journaliste du Point que vous connaissez, Anne Jean-Blanc. Merci d'être présent. Alors, effectivement, le mot endométriose, on le connaît de plus en plus. Peut-être pas parce qu'il y a plus de cas, on le verra avec Yasmine, mais parce qu'on en parle enfin beaucoup et puis que des célébrités ont aussi investi le sujet, ce qui permet d'en parler plus. Alors donc, pour aborder ce sujet, il y a Yasmine Kando qui est donc victime de cette maladie et qui est présidente d'Endo France et qui sera notre grand témoin tout au long de cette table ronde. Il y a Daniel Weyman qui est directeur de recherche à l'INSERM qui s'intéresse aux bases moléculaires et génétiques de l'endométriose. Il nous expliquera ses travaux, c'est passionnant et il le fera en termes grand public, il nous l'a promis. Et il y a Jean-Philippe Estrade qui est chirurgien gynécologue, qui est très impliqué dans le diagnostic et le traitement de cette maladie et qui nous vient de Marseille, si j'ai bonne mémoire. Yasmine, vous commencez par nous raconter un peu cette maladie, son quotidien et votre histoire aussi. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Alors, le petit prince d'Antoine de Saint-Exupéry disait que pour parler aux grandes personnes, pour être entendu, il fallait donner des chiffres. Par exemple, s'il avait dit « l'endométriose, c'est une maladie gynécologique chronique extrêmement douloureuse », les grandes personnes n'auraient pas entendu. Il aurait fallu qu'il dise l'endométriose, il faut 7 ans en moyenne pour en poser le diagnostic. Dans 70% des cas, le principal symptôme, c'est la douleur. 30 à 40% des femmes connaîtront des problèmes de fertilité. Peut-être qu'elles n'auront pas d'enfants. Il y a 0 traitement spécifique de l'endométriose et pourtant, ça concerne une femme sur 10. Une femme sur 10, c'est certainement vous dans la salle. Ça peut être votre mère, votre sœur, un membre de votre famille, une amie, une relation de travail. Une femme sur 10, c'est moi. Ce que vit une femme sur 10 atteinte d'endométriose, au premier abord, c'est l'incompréhension. D'abord, l'incompréhension de ce qu'elle vit. Pourquoi est-ce que j'ai si mal et pas les autres? Pourquoi est-ce que j'ai des troubles digestifs, urinaires? Pourquoi est-ce que les rapports sexuels sont douloureux? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à faire d'enfants? Et ensuite, elle retrouve cette incompréhension dans le regard des autres. Ça devient même du jugement. C'est ça qu'on vit. Du jugement parce qu'on est absente, parce qu'on souffre, parce qu'on n'est pas en forme, parce qu'on est fatigué. Et le jugement, qui c'est? Ces autres qui nous jugent, c'est nos proches, souvent. C'est une maladie invisible. C'est le travail. Et le pire, surtout, je pense que c'est quand c'est un jugement qui vient d'un médecin. En 7 ans d'errance médicale, j'ai rencontré des gynécologues, des généralistes, des radiologues. J'ai rencontré des urologues, des gastrologues, des chirurgiens. Ils se sont accordés sur un point. Bon non, il n'y a pas grand-chose à dire, on ne sait pas. Vous n'avez rien, votre douleur n'existe pas. Ah, et mes symptômes alors? Oh, vous êtes stressée, madame. Voilà ce que vit une femme atteinte d'endométriose. Parce que derrière de simples douleurs de règles, que certains vont qualifier de normales, on n'imagine pas qu'il y a une maladie aux conséquences souvent invalidantes. Combien faudra-t-il de médecins? Combien faudra-t-il de traitements, souvent barbares? Combien faudra-t-il d'opérations mutilantes? Des chirurgies ratées et inutiles parfois, pour qu'enfin on trouve, qu'on dise « vous avez de l'endométriose ». Alors la maladie invisible, elle va avoir des impacts dans la vie sociale, dans la vie professionnelle.
Beaucoup de femmes sont licenciées à force d'arrêt maladie à répétition. Moi, j'ai dû renoncer à un poste à responsabilité parce que mon corps était épuisé, après de multiples chirurgies, des traitements difficiles, après des années de morphine où je n'étais plus moi-même. Et puis bien sûr, la maladie invisible, elle impacte la vie affective. Combien de couples se brisent? C'est une maladie de renoncement pour beaucoup. Moi, j'ai eu la chance, malgré mon endométriose sévère, profonde, j'ai eu la chance d'avoir 2 enfants. Et je pense à toutes celles qui n'auront pas cette chance. C'est vraiment une maladie de renoncement. De mes 30 ans de vie commune avec l'endométriose, il va me rester une amertume, pour ne pas dire un regret. C'est que le médecin qui, finalement, a réussi à mettre un mot sur mes mots, ne m'a jamais dit la potentialité de la récidive. Il ne m'a jamais dit c'est une maladie qui peut revenir. S'il me l'avait dit, je n'aurais pas choisi d'arrêter mes traitements hormonaux parce que je pensais que mon corps en avait eu assez d'hormones. Je n'aurais pas mis un stérilet en cuivre. Je n'aurais pas pris des gélules de plantes pour réguler mon cycle, pour le rendre moins douloureux. Non, je n'aurais pas fait ça. Alors il est important de donner de la visibilité à cette maladie. Il est important qu'elle soit reconnue et que les femmes soient reconnues, que leur douleur ne soit plus niée. Il est important que les pouvoirs publics s'impliquent concrètement pour cette maladie. Il est important que les médecins développent de l'empathie. Et il est important que la recherche avance pour qu'on trouve enfin les causes de cette maladie et que l'on puisse la détecter au plus tôt pour offrir une meilleure prise en charge efficace aux femmes qui en souffrent. Merci pour ce très joli témoignage. C'était vraiment... Oui, vous avez raison. Vous avez raison. Alors, parmi vos demandes, il y a déjà une demande d'avancée de la recherche. On a la chance d'avoir un chercheur qui travaille beaucoup dans ce domaine. Daniel, d'abord, comment vous réagissez à ce que vous avez entendu et puis quel espoir vous pouvez donner avec les travaux que vous avez menés? Qu'est-ce qu'on sait de plus aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on sait vraiment aujourd'hui sur cette maladie? Alors, en fait, c'est des témoignages comme ça, on en entend de nombreux. Par exemple, ma fille aînée a une amie qui tombe dans les pommes, parfois, en cours, pendant sa période de règles. Donc ça fait comprendre à n'importe qui l'intensité potentielle de la douleur de l'endométriose. Depuis qu'il y a des échelles de douleur, on est capable de quantifier ça. Et les hommes peuvent comprendre simplement, puisqu'en fait, une femme peut avoir eu une endométriose et une fracture, une endométriose et des crises de colite néphrétique, et elle va dire c'est le même genre de douleur. Donc les hommes peuvent se rendre compte. Violent. On est sur une échelle de 1 à 10, on est à 10. Donc voilà, ça permet de comprendre. Et donc, en tant qu'être humain, je suis complètement, bien sûr... sans être à la place, je comprends ce que les femmes peuvent ressentir dans ce vécu, etc. Alors maintenant, pour en revenir à la question, d'abord, je pense, la recherche sur l'endométriose, elle n'est pas d'hier. Elle a commencé dans les années 20, les années 30. On a commencé à parler du mot endométriose. Et un biologiste américain, un médecin américain qui s'appelle Sampson, qui a fait une théorie de d'où venait l'endométriose. Parce qu'on a parlé de l'endométriose comme symptôme, mais on n'a pas évoqué qu'est-ce que c'est en fait. Donc l'endométriose, je le dis pour information, c'est le développement de tissus utérins à l'endroit qui n'est pas l'endroit prévu, pas dans l'utérus. On appelle ça ectopique. Donc ça peut être au niveau du péritoine, ça peut être au niveau des ligaments, ce qu'on appelle ligaments utérosacrés ou différentes régions du péritoine. Et donc quand on a donc des tissus qui vont ressembler tout à fait à de l'endomètre à cet endroit-là, quand on fait des coupes histologiques avec des glandes et du stroma, ce qu'on appelle des glandes du stroma. Alors je ne vais pas rentrer plus avant dans cette très très bref rappel de ce que c'est que l'endométriose, juste pour dire que ces tissus ectopiques, ils vont réagir aux hormones qui baignent le corps maternel, le corps de la femme en fait, comme l'utérus eutopique, et donc ça va entraîner des saignements, des réactions anormales, etc. Il y a aussi un autre truc qui est important, c'est que l'étendue des lésions n'est pas directement corrélée à la douleur. Donc il y a quelque chose d'un peu mystérieux là-dedans également. Ça dépend probablement de la façon dont les nerfs sont fabriqués, générés par des facteurs, des protéines en fait, qui induisent la formation nerveuse à l'intérieur. Alors en matière de recherche, donc moi, dans ce qu'on fait nous au laboratoire, donc c'est un peu limité peut-être, c'est vraiment essayer de comprendre la maladie. Ça n'a pas forcément immédiatement des applications thérapeutiques. Il y a une dizaine d'années, ce qu'on essaie de comprendre, c'est comment
cet utérus ectopique se distingue de l'utérus eutopique en termes d'expression des gènes. Donc on essaie de comprendre comment ça se fait en fait. Est-ce que les gènes qui sont vraiment les mêmes que ceux qui sont exprimés dans l'utérus? Et on a vu un certain nombre de différences, oui. Oui, non, ça veut dire que ce serait exactement ce que vous cherchez de voir, si c'est exactement les mêmes tissus qui sont dans l'endomètre et à l'extérieur de l'endomètre, c'est-à-dire le tissu sain et le tissu pathologique. Exactement, on compare chez la même patiente du tissu sain et du tissu pathologique. Et là, en particulier, il y avait une question à laquelle on voulait répondre, c'est que l'endométriose, il y a une notion d'oxymore dans l'endométriose et on dit que c'est une métastase bénigne. Alors, métastase bénigne, oui. C'est aberrant. Oui. Métastase, c'est toujours a priori grave quand un cancer. Voilà. C'est bénin parce qu'en fait, effectivement, c'est un tissu qui ne se met pas au bon endroit, qui se développe. Mais en fait, pourquoi est-ce que c'est bénin? C'était une des questions à laquelle on voulait répondre. Et en fait, ce qu'on a vu, c'est que le profil moléculaire d'expression des gènes expliquait assez bien ça. C'est-à-dire que dans l'ensemble, on avait beaucoup moins de gènes liés à la prolifération cellulaire. Attendez, parlez plus doucement. Liés à quoi? L'idée, en fait, pourquoi est-ce que ça proliférait moins? Pourquoi ça grandissait doucement? Pourquoi les lésions d'endométriose mettent beaucoup de temps à se développer? C'est parce qu'en fait, beaucoup de gènes qui interviennent dans la division cellulaire sont freinés, contrairement à ce qui se passe dans l'utérus eutopique, le vrai utérus, entre guillemets. Et puis d'autre part, il y avait des gènes qui interviennent dans la jonction entre les cellules, qui font que les cellules tiennent entre elles. Et ça tient extrêmement fort. C'est très très dur de disséquer une lésion d'endométriose au niveau moléculaire et au niveau après pour aller plus loin. Donc ça, c'est un petit peu les choses qu'on a faites. Et puis plus récemment, maintenant, on est en train de s'intéresser à la génétique de l'endométriose, essayer de comprendre en fait quels sont les gènes sous-jacents, sachant qu'on n'est pas du tout dans un cas simple, hein, entre guillemets, on n'est pas dans le cas de la mucoviscidose, où la mucoviscidose, vous avez un gène majeur qui est muté, il est tout seul et il suffit pour expliquer la pathologie. Là, on est dans une maladie multigénique, comme d'autres, comme le diabète, comme l'obésité, et on a des dizaines ou des quinzaines de gènes qui interviennent. Donc peut-être que je peux m'arrêter là et revenir un peu plus après en détail pour si nécessaire. Juste au niveau génétique, une petite question, est-ce que c'est une maladie qui se transmet de mère en fille? Alors, donc, il y a des calculs savants qui sont faits qu'on appelle de l'héritabilité. Ça permet de mesurer la part génétique d'une maladie. Alors, encore une fois, c'est complexe, mais on dit que l'héritabilité est de 50% dans l'endométriose, ce qui veut dire que la part des gènes est de 50%. Ça ne veut pas dire que ça se transmet systématiquement de mère à fille. Ça veut dire simplement que la probabilité qu'une fille ait une endométriose alors que sa mère en a une est beaucoup plus élevée, à peu près 7 ou 8 fois plus en fait, que de la population générale en fait. Donc il y a une part génétique, mais elle est complexe, elle est basée sur des dizaines et des dizaines de gènes. Je peux en reparler après, il y en a une vingtaine qui ont été découverts jusqu'à présent. D'accord. Alors, docteur Estrade, est-ce que vous aussi, le témoignage de Yasmine, c'est des témoignages que vous avez déjà entendus? Vous, en tant que médecin, d'abord, vous êtes drôlement mis en cause, les médecins. Vous êtes nuls sur cette pathologie-là hein? Ah, ça, c'est une agression caractérisée, je reconnais. C'est vil, mais voilà. Non, mais vous savez, quand même. Vous savez que nous sommes des humains avant tout, donc on peut être médecin et malade à la fois. En l'occurrence, j'ai pas d'endométriose, pas encore. En fait, vous le souhaite pas. Oui, bien sûr, mais c'est une grosse attente aujourd'hui. De toute façon, dans le monde médical, on sent quand même qu'il y a peut-être pas vraiment de l'agression. Enfin, en tout cas, moi, je le vis pas comme ça, mais vraiment une très très forte angoisse par rapport à la maladie en général. Oui, non, mais c'était pas une agression, c'était juste pour rire. Il faut prendre, je pense, le contexte global aujourd'hui. Oui. Hein, et quand vous parlez d'agression, vous voyez bien qu'en physiquement, malheureusement, dans les urgences, dans les hôpitaux publics, etc., c'est la vérité. Mais en fait, quelque part, il y a une grosse demande et une grosse angoisse de l'être humain aujourd'hui par rapport à la pathologie, parce qu'on sait qu'on peut faire beaucoup mieux et on a envie d'aller beaucoup mieux. Mais cette pathologie en particulier, elle a été ignorée pendant longtemps. Je dirais, vous n'y pensiez pas parce que... Alors, pourquoi? Ils y pensaient pas. Parce que, bon, moi j'ai 48 ans, donc globalement, ma carrière s'est faite avec vraiment le début de la vraie reconnaissance de l'endométriose. Donc quand j'étais assistant, on opérait l'endométriose de temps en temps, alors qu'aujourd'hui dans les services c'est beaucoup plus fréquent. Ils n'y pensaient pas. Pourquoi ils n'y pensaient pas? Parce que globalement c'est le contexte aussi de la santé de la femme qui aujourd'hui, on est dans l'underempowerment aujourd'hui de féminin, et c'est bien. Un de vos confrères, si je peux le citer, le Figaro, disait: est-ce que les femmes sont aussi bien soignées que les hommes? Ça, c'est le contexte général. Là, quand Yasmine parle de douleur, il faut rajouter peut-être quelque chose, c'est la douleur intime. Douleur intime des règles, des douleurs pendant les rapports, et immédiatement, la question que se posent les patientes qui sont jeunes, qui les taraudent le plus souvent, et c'est bien normal, c'est: est-ce qu'un jour je vais pouvoir avoir des enfants? Et tout de suite, quand il y a marqué endométriose, tout de suite, ce qui peut venir derrière, c'est infertilité. Donc ça provoque une angoisse et donc une demande tellement importante que la réponse doit être à la hauteur.
Aujourd'hui, le système médical français est peut-être performant, mais il a du mal à faire face à la demande croissante des patientes, parce qu'il faut rappeler que dans l'endométriose, 80% des endométrioses sont de stade 1, c'est-à-dire précoces. Elles n'en sont pas moins douloureuses, ça c'est tout à fait vrai, mais que 20% vont concentrer des traitements qui peuvent être plus ou moins lourds, comme a dû avoir Yasmine. Donc la question est là, donc cette douleur intime, vous pouvez en parler à la famille et aux médecins généralistes. Si la patiente se fait renvoyer dans ses cordes, en général, on ne repense pas à la plainte. Un homme qui a mal au genou, il va emmerder, entre guillemets, tout le monde, jusqu'à avoir une truc. Mais globalement, pour être médecin de la femme, une femme, en général, va franchir, et c'est très compliqué de le faire, d'avouer ce symptôme, mais si on lui dit non, c'est bon, on balaye d'un revers de main, ben, tout de suite, d'un point de vue psychologique, c'est compliqué de revenir. C'est ce que Et vous il avez faut beaucoup de ressenti. courage. Mais tout à fait, ça touche à l'intime, donc c'est vraiment délicat d'oser dire déjà. Et quand on nous dit mais non, pas du tout, bon, on ne dit plus et on serre les dents. Oui. Mais il y a peut-être un autre problème quand même, c'est aussi le manque de formation des médecins. Oui, alors après la question, complètement, aujourd'hui, les médecins ne sont pas formés, il n'y a pas de questions à l'internat, donc vous savez le concours qui finalise. L'endométriose n'est pas un sujet qui peut faire l'objet de questions à l'internat. Pas encore. D'accord. C'est un des combats d'Endo-France et d'autres médecins et d'universitaires que je ne suis pas. Mais globalement, non, il n'y a pas de... Donc évidemment, quand on passe l'internat comme je l'ai passé, à partir du moment où une question n'est pas au programme, bon, il y a tellement d'autres choses à faire. C'est comme si on n'enseignait pas le cancer du sein à une femme sur 10, hein, globalement. Ah oui. On est dans les mêmes proportions de patientes. Oui. C'est impressionnant comme chiffre. Oui. Oui, donc on voit bien que la question de savoir est-ce que les femmes sont aussi bien soignées que les hommes reste encore aujourd'hui d'actualité. Alors avant de soigner, il faut dépister. L'un et l'autre, quels sont les progrès qui permettent aujourd'hui d'objectiver peut-être plus facilement qu'auparavant le fait qu'une femme soit porteuse d'endométriose? Donc, ouais, je vais parler un peu de l'aspect moléculaire, ce qui est bien sûr plus ma tasse de thé, parce qu'il y a plein de façons en fait d'essayer de raccourcir ou même de supprimer l'errance diagnostique moyenne qui est de 7 ans, comme Yasmine l'a dit. Les biologistes moléculaires, ils aiment bien avoir des marqueurs objectifs. Un marqueur objectif, ça va être un paramètre qu'on va mesurer dans le sang, par exemple. Et bien sûr, il y a des travaux qui sont faits en ce sens. L'idée, c'est d'avoir, bien sûr, comme on est chez l'homme également, ce qu'on appelle des tests non invasifs. Essentiellement, ça veut dire qu'on peut prendre des fluides corporels qui sont normalement accessibles sans passer par la chirurgie. Et bien sûr, le premier de ces fluides, c'est le sang. Et il y a une recherche intense pour trouver des marqueurs dans le sang qui sont dérégulés. Vous savez que dans certains cas, ça marche. Par exemple, quand on cherche le cancer de la prostate, il y a une protéine qui s'appelle la PSA qui va être augmentée en fait dans le plasma. Voilà. Il n'y aurait-il pas ce même genre de marqueurs dans l'endométriose? Alors les marqueurs auxquels on pense en termes moléculaires, ça peut être des protéines. Donc vous savez ce que sont les protéines, c'est les briques qui constituent les organismes vivants. Ça peut aussi être des molécules d'information, en particulier une molécule qu'on appelle l'ARN. Donc l'ARN, c'est une molécule qui est comme l'ADN, sauf que l'ADN, il reste dans les noyaux des cellules, alors que l'ARN, il va véhiculer de l'information. Et on sait maintenant, depuis des années, qu'il y a de l'ARN qui circule dans le sang maternel. En particulier, il y a des petites molécules d'ARN qu'on appelle des micro-ARN. Et on sait que certains de ces micro-ARN vont être changés dans des proportions très importantes dans certaines pathologies. Par exemple, quand quelqu'un fait une crise cardiaque, eh bien, dans l'heure qui va suivre, certains de ces micro-ARN vont être multipliés par 100 000 ou 1 million. Donc ça va être facile à voir. Alors dans le cas d'une maladie chronique comme l'endométriose, c'est beaucoup plus compliqué. Et pratiquement tous les 2-3 ans, il y a un article qui sort pour dire qu'ils ont trouvé le micro-ARN magique qui va permettre de diagnostiquer 100% des endométrioses. Et alors la magie a fait son office ou pas pour l'instant, non? Pardon? C'est magique? Ça y est, on l'a le... Ça marche absolument pas. Non. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, ça marche absolument pas d'un laboratoire à l'autre. On ne sait pas pourquoi. Peut-être que c'est la qualité de l'ARN qu'on extrait. Il y a des tas de problèmes de normalisation. Mais c'est quelque chose qui donne un certain espoir. Et un jour ou l'autre, peut-être qu'on va arriver à avoir ce genre de possibilités. Il y a un autre critère qui est plus facile peut-être à utiliser ou plus facile à comprendre, c'est ce que j'ai dit sur la génétique. Donc c'est intéressant de savoir est-ce qu'on est capable de savoir, en regardant la composition des gènes, la carte génétique ou la séquence en fait, des gènes d'une patiente, de dire oui, cette patiente a tant de probabilité d'avoir de l'endométriose. Alors ce qui s'est passé en fait depuis l'année 2010, c'est qu'on a utilisé, plusieurs équipes dans le monde ont utilisé des grosses
des lourdes artilleries de technologie génomique pour trouver des gènes à risque dans l'endométriose. Enfin, quand je dis des gènes, c'est des variants de gènes, parce qu'on a tous les mêmes gènes, mais parmi ces gènes, Des mutations spécifiques. Voilà. Alors, mutation, c'est quand c'est rare. Oui. Là, on parle de polymorphisme. D'accord. En fait, c'est des gènes qui sont variants. Moi, je prends toujours un peu l'analogie du paquet de cartes. C'est-à-dire que l'endométriose va être causée par, mettons, 50 ou 100 gènes différents. Chacun de ces gènes, mettons, a deux formes, une qui est à risque et une qui n'est pas à risque, mais chacune en elle-même donne un risque très très faible, quelques fractions de pourcents de risque. Quand par contre, par malchance, vous avez récupéré de votre 32 cartes toutes les cartes rouges, Oui. eh ben, vous allez finir par avoir la maladie parce que vous avez tous les facteurs de risque. Donc il y a un facteur aléatoire, donc c'est un petit peu une image. Oui. Et en fait, c'est ce qui se passe, c'est que ces grosses études génomiques, elles ont trouvé une vingtaine ou 20-25 gènes qui sont prédisposants dans l'endométriose, qui sont statistiquement hyper validés, il n'y a aucun doute qu'ils interviennent, mais chacun va augmenter le risque extrêmement peu. Et en soi, pour le moment, on n'est pas à même de tout expliquer, loin de là. Oui. Donc c'est quelque chose de complémentaire. Et voilà, il y a des approches vraiment moléculaires qui vont probablement donner les choses. Il y a des formes d'endométriose qui sont plus familiales que d'autres. Il y a des familles, donc là, ça va être plus simple probablement de trouver les mutations ou les gènes causaux. Et puis, il y a des cas dans la population générale où ça va être plus compliqué. Oui. Alors pour l'instant, c'est l'imagerie qui est reine pour faire le diagnostic. C'est quoi? C'est échographie, c'est IRM, c'est quoi? Alors, autant je ne suis pas la philosophie des médecins d'auparavant, autant j'en reste à l'écoute. On avait des diapos qui étaient prévus, mais on peut en passer quelques-unes. On peut en passer quelques-unes parce que, mais en fait, vous qui avez le grand maître des diapos. Si on peut mettre la diapo, c'est l'écoute. D'abord, une patiente qui a une suspicion d'endométriose, c'est une patiente qui a beaucoup besoin de parler, donc on est obligé, il faut le faire, laisser l'interrogatoire. Et avec l'interrogatoire, vous allez... Bon, on continue. Quelques questions suffisent à avoir une grande suspicion d'endométriose. C'est ce qu'on a fait dans notre application en répondant à quelques questions. Pardon. Ah ben voilà. Pardon, restez à l'envers. Merci. En répondant à quelques questions, ça va pas. Voilà. Donc ce tableau est un peu générique pour résumer un peu le diagnostic. Donc vous avez à votre gauche le questionnement. Avec ces questions, un médecin, n'importe quel médecin, est capable d'avoir une très forte suspicion d'endométriose. Ensuite, que va se passer après l'interrogatoire et l'examen clinique? C'est une batterie d'examens qui vont entre l'échographie, l'IRM et les examens digestifs pour permettre de décrire 4 types d'endométriose, qui sont les endométrioses superficielles péritonéales, l'endométrium, le kyste ovarien, l'endométriose profonde et l'adénomiose. Bien sûr, il y a des patientes qui peuvent avoir les 4 types associés. Et pour bien comprendre l'endométriose et tout le traitement qu'il y a derrière, parce qu'évidemment, nous n'avons qu'une heure pour parler de cette pathologie, Un tout petit peu, mais beaucoup moins maintenant. on avance, et c'est notre façon de raisonner, c'est de toujours lier l'écoute de la patiente, ses symptômes, sa volonté aussi. Est-ce que la patiente... Est-ce que c'est la douleur qui est au premier plan? Est-ce que c'est la fertilité? On peut traiter les deux. Il y a des patientes qui ne parlent pas de fertilité et qui veulent gérer que la douleur. Donc, c'est à partir du moment où on écoute bien les patientes, on peut faire un diagnostic. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce dont on lutte avec Yasmine, c'est qu'effectivement, si les médecins étaient formés ne serait-ce que pour interroger les malades, ça suffit 100 fois. Alors, c'est sûr qu'après les progrès, la génétique, etc., c'est extraordinaire, mais il ne faut pas se couper, je crois aujourd'hui, c'est un petit peu arriéré de dire ça peut-être, de l'interrogatoire et de l'examen clinique. À partir de là, vous pouvez déjà avoir une grande idée de ce qui se passe, bien avant de réaliser des examens, car vous savez qu'en termes d'imagerie, la plus performante possible, on ne trouve que ce que l'on cherche. Ouais. Donc si vous faites une ordonnance en marquant IRM pelvienne, point, il ne se passera jamais rien. Si vous écrivez IRM pelvienne, pas avec tout le dossier et ce que vous recherchez, là, vous détecterez beaucoup plus, à tel point que dans nos réunions de staff, en fait, 30% des IRM sont requalifiés plutôt dans la gravité. En fait, hein, ce qui prouve bien que ces examens ont un point de départ, c'est l'écoute des patients. Ouais. Alors le diagnostic, c'est bien. Après, il faut pouvoir traiter. Yasmine disait qu'il n'y avait pas de traitement actuellement. Où en êtes-vous et que proposez-vous aux femmes selon les... Yasmine peut, ouais, alors, c'est pas de important, traitement. la première vue. Oui. Pas de traitement spécifique, effectivement, qui va guérir l'endométriose, mais effectivement, on a des traitements qui permettent quand même de vivre au mieux avec cette maladie.
Je vous laisse peut-être développer les traitements. Alors le traitement spécifique, effectivement, pour les récepteurs spécifiques de l'endométriose n'existe pas. Les traitements médicaux, on va avancer. Ça, c'était tous les risques qu'on va passer parce que c'est effectivement, et ça, c'est l'anatomie qui, vous voyez, qui est compliquée. C'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure, le transfert des cellules de l'endomètre dans le péritoine et qui peuvent se déplacer. Et ces cellules d'endomètre se transforment en cellules d'endométriose. C'est un profil bien différent en termes de génétique. Et ensuite, on peut encore un petit peu avancer. Voilà, bon, il ne sort pas très bien, je suis désolé, mais vous avez la grande philosophie de l'endométriose, c'est ce cercle, qui est mal dessiné là, je suis désolé. La réaction inflammatoire, l'hyperplasie, la néoangiogenèse, on fait des choses assez complexes, mais en fait, c'est de savoir si ce rond tourne rapidement ou lentement, savoir si ce rond et ce cercle va être exponentiel et ne va jamais s'arrêter. Dans la majorité des cas, ce cercle s'arrête, mais on ne sait pas à quel stade. Il y a des patients qui développent d'emblée un stade 4 qui est grave et des patients qui ne feront qu'un stade 1. Et ça, on compte beaucoup sur la génétique et sur la biologie moléculaire pour nous donner cette potentialité. Donc vous avez 4 types de traitements. Les traitements médicaux qui sont classés de haut en bas, qui sont les anti-inflammatoires parce que c'est une maladie inflammatoire, la pilule classique, les progestatifs, les stérilés, mais les déstérilés aux hormones et pas au cuivre, ça il faut bien insister, on voit trop de patientes, les analogues qui sont des médicaments beaucoup plus importants. De l'autre côté, vous avez la chirurgie. La chirurgie va s'adresser qu'aux patientes qui sont extrêmement douloureuses ou des patientes chez qui on a un doute diagnostique ou chez des patientes qui ont une infertilité et dont on sait qu'avec d'autres facteurs, on peut leur apporter un taux de grossesse spontanée important. C'est une chirurgie lourde ? Pas tout le temps. Oui, ça dépend de la taille de l'endométriose. Ça peut être une chirurgie très lourde, mais dont la qualité de vie des patientes derrière, dans les centres, aujourd'hui, effectivement, on a souvent parlé de complications dans l'endométriose, dans ces chirurgies-là, raison pour laquelle il y a des réseaux, et dans les équipes entraînées, on a de moins en moins de complications. En tout cas, la majeure partie, 80% des patients qui ont été opérés de ce type d'opération, le referaient ou le conseilleraient à une amie, ce qui est pour nous le critère le plus important. C'est votre cas, Yasmine ? Oui, bah effectivement, y a des... enfin, quand les chirurgies sont bien menées et par des gens qui savent le faire, on a des grossesses spontanées. Ça a été mon cas, ça a été le cas de notre marraine. Oui. Et c'est une chirurgie difficile pour vous ? Le post-opératoire est difficile ? C'est une chirurgie douloureuse ou au contraire, vous êtes soulagée très très vite ? C'est compliqué et c'est vraiment du cas par cas, ça dépend vraiment des femmes, ça dépend de la localisation, du geste qui a été fait, de ce qu'on a voulu faire. Je ne peux pas répondre. En mon cas, ça a été souvent très compliqué, mais j'ai eu aussi de multiples chirurgies, alors que normalement on devrait mener une seule et unique chirurgie le plus tard possible. Et souvent, il y a 80% des douleurs qui s'en vont avec la chirurgie. Oui. Alors le chirurgien, qu'est-ce qu'il peut ajouter à ça ? J'oserais dire qu'il faut que ce soit une chirurgie intelligente, disons fonctionnelle. Oui. Toujours rester à l'interrogatoire, ce que veut la patiente, et jusqu'où on peut aller, et ce qu'on peut faire. Dernièrement, j'ai opéré une patiente qui avait un nodule dans le rectum, mais son problème n'était pas là. Je lui ai bien expliqué qu'il ne fallait pas le toucher, et que très probablement ça la laisserait tranquille, parce que d'ailleurs, il était blanchâtre, il était fibreux, et ça lui évite d'avoir une chirurgie beaucoup plus importante. Le monde auquel j'appartiens, le monde chirurgical, parce qu'en fait, avant de m'occuper d'endométriose, je suis rentré par la porte cancérologie, où je faisais la cancérologie très lourde. Et c'est pour ça qu'on m'a adressé des patientes qui avaient été multi-opérées en me disant on ne peut plus rien faire, etc. etc. En fait, si vous voulez, ce monde-là, globalement, il faut qu'ils comprennent, et je leur dis en congrès, donc je peux vous le dire en public, qu'il faut changer les choses, qu'il faut peut-être moins opérer, beaucoup mieux, mieux y réfléchir, et qu'il ne faut pas être chirurgien de l'endométriose, il faut être un médecin de l'endométriose. Globalement, il faut savoir pourquoi on le fait, parce que dans ce petit carré, vous avez l'AMP, donc l'assistance médicale à la procréation. C'est une part importante. Alors, pas toutes les patientes ont désir d'une grossesse, mais quand elles le demandent, c'est vrai que l'endométriose est une pathologie qui rend compliquée la fertilité. Et si une chirurgie est mal faite, à ce moment-là, vous risquez de rendre des femmes qui étaient infertiles en femmes stériles. Ce n'est pas la même chose. Et ça, c'est très compliqué et on doit faire énormément de formation auprès des chirurgiens et auprès aussi des AMPistes, parce que la chirurgie aujourd'hui, quand elle est faite de façon intelligente et intégrée, elle améliore les résultats en fécondation in vitro et voire elle peut donner des grossesses spontanées. Un couple qui a un profil de fertilité normal mais une endométriose très sévère
à 70% de grossesse spontanée après la chirurgie, avant 30 ans. Tout change par rapport à l'âge. C'est pour ça qu'on parle de préservation ovocytaire. Quand cette maladie, malheureusement, touche les ovaires, c'est une autre version. Une patiente, par exemple, qui a 20 ans et qui a 2 gros kystes sur l'endométriose, on peut lui proposer de faire une préservation ovocytaire aujourd'hui, depuis à peu près 2 ans. C'est tout à fait légal. Quelle est la proportion aujourd'hui de femmes souffrant de cette pathologie qui réussissent finalement à avoir un enfant? On a une idée, ça a évolué? Non, il n'y a pas eu d'études faites en ce sens, d'enquête, de statistiques, je ne saurais le dire. Ouais. Oui, globalement, on manque beaucoup de données dans l'endométriose. Et là aussi, c'est un des thèmes de l'application, c'est de récupérer un maximum de données qui sont des données de vie réelle, ce que deviennent les patientes. L'idée de cette application, qui est l'application MyEndoApp, alors ça, c'est un peu mais c'était par rapport à la douleur. Comment expliquer qu'une petite endométriose, peut faire extrêmement mal? En fait, tout se passe au niveau du cerveau, évidemment, et de ce qu'on appelle l'hypersensibilité. L'hypersensibilité douloureuse, qui a un rapport direct avec l'ancienneté des douleurs. Plus la patiente a une ancienneté importante, et plus ça va être compliqué au niveau cérébral de venir couper cette neurotransmission qui n'est pas que ascendante. Cette transmission, elle peut être un réflexe. C'est-à-dire que les patientes vont, au niveau du pelvis, provoquer des douleurs importantes au niveau du périnée, développer un syndrome myofacial qui va contracter complètement le périnée. Ça veut dire que même si la maladie est traitée, la douleur peut subsister. Oui, c'est pour ça que si on revient juste avant, vous avez les soins de support qui pour moi sont essentiels. C'est la sophrologie, la relaxation, de faire du yoga, de faire de l'hypnose, qui permet justement d'aller chercher à couper cette transmission et de dire au cerveau, voilà, la douleur est partie. Oui. C'est un peu une douleur fantôme. Ouais. Et c'est aussi une réhabilitation. On parle beaucoup de réhabilitation. Une patiente qui n'a pas eu de rapport pendant 1 ou 2 ans à cause de la douleur, etc., ben, ça peut pas se faire en post-op. C'est magique, ça ne peut pas venir comme ça. Oui, j'allais dire, c'est ce qu'on appelle les douleurs chroniques, les douleurs neuropathiques. On a beaucoup de femmes qui nous consultent sur ce sujet. Effectivement, on a un échec des traitements à ce moment-là, parce que c'est une douleur très spécifique. Et effectivement, les soins de support, les médecines douces peuvent aider au quotidien. Ce sont de vrais outils à développer. Alors, il y a un point qui est important. Vous avez parlé que vous aviez développé une application. Présentez-nous cette appli, et puis après, vous nous présenterez l'association, parce que je pense que c'est très complémentaire dans l'aide à toutes les patientes. Donc l'application, j'espère qu'elle marche mieux que la télécommande, peu importe. C'est une application qui s'appelle MyEndoApp, qui repose dans un premier temps sur une application purement patiente, qui a été endorsée par l'association EndoFrance, et qui permet par quelques questions de donner un risque. Donc il y a 4 types de risques en fonction des questions. Risque 0, ce qu'on a peu dans nos données, parce que forcément, si les patients téléchargent l'application, c'est qu'il y a des douleurs. Risque intermédiaire, risque élevé, risque très élevé, qui correspond à la classification qui a été donnée au niveau du collège. Ces patientes ont une réponse, qu'on voit un petit peu, là, vous voyez, par exemple, risque élevé, et les patientes ont un document opposable en disant, voilà ce qu'il faudrait faire, est-ce qu'il faut passer une IRM, à quel endroit, est-ce qu'il faut le faire avec un expert, pas un expert, ce qui permet déjà aux patientes sur leur smartphone d'avoir un document quasi opposable, même s'il n'est pas encore complètement validé par les sociétés savantes, mais le travail est en train d'être fait. En tout cas, les concepteurs qui sont le professeur Charles Chaperon et moi-même sont dans ce type de société savante. Et derrière, c'est donc de pouvoir permettre aux patients de rentrer et de scanner tous leurs examens, et ce qui nous permet derrière nous d'avoir un feedback et de pouvoir commencer à faire de la recherche épidémiologique. Mais le projet ne s'arrête pas là. Aujourd'hui, nous avons un projet qui est en route, qui est beaucoup plus vaste et qui peut permettre un réel assistant digital pour la patiente et pour le médecin. Parce qu'on a passé quelques slides. Aujourd'hui, le ministère est fortement intervenu, pas par hasard. Je crois que c'est à force de marteler que les associations de patientes et EndoFrance sont allées à de multiples fois voir les ministères. Il faut rappeler que ça fait 15 ans que nous avons des ministres femmes et que pas grand-chose avance, c'est bon politique, sur cette pathologie. Ça a l'air peut-être de se débloquer. Et en fait, on est en train de créer des réseaux. Seulement, vous le savez, ça consomme beaucoup de temps. Aujourd'hui, on reproche beaucoup de choses aux médecins, ça c'est sûr, on revient un peu au départ.
Mais nous, ce qui nous manque, c'est du temps, une charge mentale qui est très importante par rapport à cette pathologie. Et aujourd'hui, faire ça avec du papier ou juste un ordinateur pour mettre quelques données non récupérables par les chercheurs, en fait, c'est le drame. Aujourd'hui, nous voulons récupérer des données pour que les chercheurs, justement, derrière, puissent faire fructuer ça. Donc ça, c'est le projet Marion Doam, c'est celui-ci. Donc, en pratique, toutes les données seraient réunies dans un seul et même endroit, Oui. auquel auraient accès autant les patientes Que les médecins. que les médecins. Voilà. Mais que les patientes décident qui a accès. Aujourd'hui, on a la possibilité d'ultra sécuriser ce type d'application. La patiente a la possibilité de choisir avec qui elle veut partager ses données pour 10 minutes, pour indéterminé. Et surtout, ce qu'on espère, c'est de permettre aux patientes, en fonction de leur géolocalisation, de permettre de trouver un IRM référent, un médecin référent, et de donner accès à un essai clinique si elles veulent participer à un essai clinique. Ça, c'est le monde digital, c'est le sujet, je pense, de vos journées. Et derrière, bien sûr, il y a l'intelligence artificielle pour remonter, pour valider les IRM. Peut-être demain, et sans doute, les images d'IRM seront mieux lues par les ordinateurs pour aller détecter les micro-lésions, en tout cas, surveiller, par exemple, un traitement par IRM successive. Donc aujourd'hui, c'est complètement ouvert, mais on a voulu vraiment commencer par le commencement. La première chose, notre premier but, c'est de réduire le délai de diagnostic qui, aujourd'hui, est encore aux alentours de 7 ans. Ça peut être de 6 à 12 ans, suivant les études. Et il vous faut une masse, excusez-moi le mot, mais une masse de combien de dossiers de patientes pour commencer à pouvoir en tirer des enseignements utiles? Ce n'est pas une question de masse, c'est une question de véracité des données. Il faut que des données, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, mais il faut que les données soient très précises et qu'elles soient réelles. Parce que sinon, votre algorithme derrière, il est foutu. Donc aujourd'hui, on a entre 8000 et 10 000 patients, ce qui représente beaucoup déjà. C'est beaucoup déjà, oui. Ouais. C'est déjà beaucoup, mais par contre, les dossiers ne sont pas forcément tout remplis. Donc à nous, derrière, de faire de la notification et vraiment de travailler avec les associations pour que les patientes remplissent un petit peu mieux leur dossier. Alors Yasmine, justement, association, vous, c'est Endo-France que vous avez créée. Non. Bon. Elle existait avant moi, mais ça fait 18 ans qu'elle existe. Ça fait 18 ans qu'elle existe, donc vous ne l'avez effectivement pas créée. Vous pouvez nous en parler un petit peu, et puis justement, peut-être qu'il y aura des questions après sur ce que vous pouvez apporter comme service. Alors d'abord, je voudrais adresser un message aux femmes. J'ai beaucoup parlé de renoncement, mais il y a un moment où la maladie devient une maladie d'acceptation. Et ça, c'est à partir de ce moment-là, on revit et on peut adapter sa vie avec l'endométriose. Et ça, c'est une vision très forte que nous avons au sein de l'association Endo-France, c'est que la maladie ne doit pas nous définir. Nous sommes autre chose que cela. Endo-France est là donc depuis 18 ans pour vous aider justement à vivre au quotidien avec cette maladie. Nos missions, c'est soutenir, informer et agir. Nous avons 90 bénévoles qui sont répartis sur toute la France, y compris dans les DOM-TOM. Nous avons plus de 2000 adhérents. Nous sommes agréés par le ministère de la Santé. Nous avons publié un petit livre qui s'appelle « Les idées reçues sur l'endométriose », qui répond notamment à la question « La grossesse guérit-elle l'endométriose ?» Nous avons participé à la rédaction d'un chapitre des recommandations sur la prise en charge de l'endométriose avec la Haute Autorité de Santé et le Collège national des gynécologues et obstétriciens de France. Notre marraine nous a beaucoup aidés, notamment pour financer des projets de recherche. Nous avons aussi votre marraine, vous pouvez la citer quand même. Bien sûr, Laetitia Milo, pardon. Voilà. Nous avons depuis peu un parrain que vous connaissez en local, puisqu'il s'agit de Thomas Ramos, joueur de rugby au Stade Toulousain. Il a très bien joué hier soir d'ailleurs. Et sa vision est importante parce que lui, il voulait amener la vision du rôle du conjoint importante dans la maladie, puisque sa compagne est atteinte d'endométriose. Alors justement, voilà. ce regard masculin, ça vous a apporté quoi? Enfin, c'est évidemment important que l'homme soit très, très concerné, mais c'était nouveau pour vous? Bien sûr, c'est vrai qu'au départ, moi je suis dans l'association depuis 2006. Quand on organisait des rencontres ou des événements, c'était un public 100% féminin. Et puis petit à petit, on a vu les hommes arriver. Alors parfois, ils nous ont carrément dit « mais ce que vous dites là, ça fait peur, je ne vais pas pouvoir supporter ça ». Ils quittaient leur compagne, c'était triste. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est « j'ai envie de l'aider, comment je peux faire? Je veux comprendre la maladie pour agir au quotidien avec elle ». Et elles se sentent soutenues. On a des frères, on a des pères qui viennent, qui posent des questions. C'est vraiment, voilà...
le tabou est tombé, c'est pas une maladie féminine, c'est une maladie de couple, une maladie de famille. Moi, mes 2 garçons, aujourd'hui, ils m'adressent leurs copines qui ont des questions et qui finissent par être diagnostiquées endométriose. Donc, voilà. Il faut en faire une compagne de route pour le quotidien, pour tout le monde, y compris pour les hommes. Et c'est le message, en tout cas, que porte Thomas Ramos. Très bien. Vous voulez ajouter quelque chose sur oui, homme chercheur? Oui, je voulais ajouter plusieurs choses, mais pas franchement sur cette question, parce que, bon, comme j'ai dit tout à l'heure, on est en tant qu'être humain, la souffrance ne laisse pas indifférent, quel soit le sexe dont elle émane. Mais en fait, il y a une question qui revient assez régulièrement dans l'endométriose, dans le contexte des perturbateurs endocriniens. Ça, c'est quelque chose que je voulais ajouter, parce que bon, j'ai été pas mal sollicité sur ces questions-là. Et par ailleurs, avant tout, je voulais dire que peut-être que, effectivement, ça fait 15 ans qu'on a des ministres femmes, mais c'est la première fois qu'on a une ministre de la Santé qui est médecin et femme. Et je pense que là, c'est en train d'évoluer considérablement, parce que bon, le ministère a une volonté vraiment très très forte de faire avancer le dossier. Et là, début mars, par exemple, au ministère de la Santé, il va y avoir une réunion de recherche sur l'endométriose pour essayer d'établir des réseaux européens sur des projets de recherche, etc., ce qui manque un peu cruellement. Deuxièmement, donc ce que je disais tout à l'heure sur les perturbateurs endocriniens, on baigne tous dans ce nuage en fait, de produits qui couvrent les plastiques, qui sont dans l'eau, qui sont dans les sols, qui sont dans les plantes. Et les questions, j'ai dit que l'endométriose était déterminée pour 50% par la génétique. Est-ce que les 50 autres % sont par des perturbateurs endocriniens? Donc, quand même, 50% quand même. Oui. Oui. La réponse est non, pas du tout. Non, pas du tout. Les perturbateurs endocriniens, donc je voulais rassurer les gens, jusqu'à présent, il n'y a aucune étude scientifique qui fait un lien entre les perturbateurs endocriniens et le risque d'endométriose. Alors, bon, c'est vrai que c'est des sujets qui sont difficiles à étudier dans la population humaine parce qu'on est tous multi-exposés. On est exposés à des cocktails, à des doses faibles. Les doses faibles, parfois, ont l'effet de doses fortes quand elles sont en mélange. On le sait grâce à des modèles animaux. Il y a des modèles animaux d'endométriose. On peut faire développer de l'endométriose chez la souris et à ce moment-là, étudier des drogues qui vont faire régresser les lésions plus ou moins vite. Mais c'est vrai que l'exposition chez l'homme, elle n'est pas contrôlée. Mais donc, je voulais au moins rassurer les gens là-dessus. C'est que c'est pas parce que l'environnement est quand même dégradé, ça c'est sûr, que ça augmente forcément les risques d'endométriose. Donc voilà, c'est juste un point que je voulais ajouter. Je pense qu'il est temps de vous donner la parole. J'imagine que les questions vont être nombreuses. Qui commence? Pas de questions dans la salle? J'en profite avant que la première question arrive. Je voudrais remercier les bénévoles de l'association. En local, ici, vous avez l'équipe Midi-Pyrénées. Vous pouvez les joindre en écrivant à midipyrénées@endofrance.org. Elles font un travail formidable. Nous avons Florence, Sandrine, Yelena. Merci vraiment les filles pour votre implication. Sur toute la France, l'année dernière, on a répondu à plus de 45 000 mails. C'est énorme, mais nous sommes toutes bénévoles. Voilà, je voulais juste le souligner et vous remercier. Bravo, on vous applaudit très fort. Alors, les questions, voilà. Au 3e rang, s'il vous plaît. 4e, 3e. Bonjour et vraiment merci de nous partager ça. Et votre histoire m'a fait vraiment pleurer parce que je pense qu'on s'est un peu tout identifié pas avec les mêmes, je veux dire, on n'a pas les mêmes histoires à la virgule près, mais oui, vraiment merci. J'avais une question qui va être un petit peu dérangeante, je pense, parce que je sais qu'en France, on ne peut pas remettre en cause les contraceptifs, mais est-ce que c'est une question qui se pose auprès des spécialistes, de savoir est-ce qu'il y aurait un lien avec tous ces pilules, je ne sais pas, stérilées, tout ce qu'on nous fait avaler depuis l'adolescence? J'ai déjà eu cette question. Alors, je vais formuler une réponse et surtout, reprenez-moi si c'est pas ça. Mais mon endométriose, elle a débuté avant que je ne prenne la pilule. C'est la pilule qui m'a soulagée. La réponse médicale maintenant, après le témoignage. Oui, globalement, si vous voulez, il faut pas trop résumer l'endométriose qu'à une situation hormonale. Il semble que ce soit une pathologie plus ou moins auto-immune. Parce que la cellule d'endomètre, qui devient un petit peu agressive et qui se transforme en endométriose, elle se dépose sur le péritoine ou sur un autre tissu. Mais normalement, les globules blancs font leur job.
Ils font pareil pour le cancer, ils font pareil pour les bactéries. Le globule blanc arrive et débarrasse. Et ce qui se passe, si vous voulez, globalement, on pense qu'au niveau récepteur immunologie, alors pour moi, je m'arrête là, parce que c'est lointain souvenir d'études de médecine, mais globalement, il y a des problèmes à ce niveau-là. Parce qu'on voit aussi que l'endométriose est un peu liée à des pathologies qui ressemblent un peu comme les thyroïdites, comme du diabète, et que globalement, on est très très loin encore de savoir exactement ce qui se passe. Et alors pourquoi les hormones fonctionnent? C'est parce que la cellule d'endométriose reste quand même un petit peu avec des récepteurs hormonaux et qu'on va essayer de bloquer le cycle que je vous ai montré tout à l'heure pour essayer de le ralentir. Mais des fois, on ne le ralentit pas du tout. Et puis des fois, il se ralentit tout seul. Donc ça, on ne peut pas savoir ce qui se passe. Donc les hormones aujourd'hui, il y a un courant effectivement par rapport aux effets secondaires et tout qui est indéniable. Il y a des effets secondaires et il faut essayer de les supporter pendant 2-3 mois et etc. Ça c'est sûr. Mais j'ai aussi des patientes qui ont arrêté tout traitement et qui vont très bien. Donc aujourd'hui on n'en est pas. Mais de là à dire que ça peut provoquer aujourd'hui, je pense qu'on est quasiment certain que non. Ça voilà. On ne peut pas dire que c'est sûr, mais c'est... Globalement, c'est donc une maladie dont... Allez-y. Juste pour compléter, c'est que historiquement, avant que les pilules existent, il y avait de l'endométriose. La maladie a été décrite au début du XXe siècle, comme je disais tout à l'heure. Donc, voilà. Globalement, ça veut dire, ce que vous venez d'évoquer, qu'on ne peut pas prédire l'évolution de cette maladie. Elle peut s'arrêter, elle peut augmenter, on ne sait pas trop. Je vais vous faire de la génétique de chirurgien, donc attention. Oui. Mais dans l'histoire des maladies, souvent, les gens, avant que la génétique soit aussi performante qu'aujourd'hui, se sont dit, c'est pas possible, il y a quelqu'un qui commande quelque chose, parce qu'il y a des types. Et là, on a vu, il y a 4 phénotypes, et des fois, ils peuvent être liés, mais on voit arriver les patients, c'est pour ça qu'à l'interrogatoire, quand vous avez l'expérience, globalement, vous savez à peu près où vous allez. Il est très probable qu'il y ait un déterminant génétique et qui décide si l'endométriose restera stade 1 toute la vie, ou si l'endométriose va d'emblée faire les gros kystes de l'ovaire, le nodule rectovaginal. Et des fois, il y a des patients qui n'ont qu'un nodule rectovaginal entre le rectum et le vagin, ou qu'un nodule, ou qu'un nodule sur la vessie, ou des patients qui vont développer préférentiellement des nodules au niveau du diaphragme. Donc ça, c'est la génétique du chirurgien. Donc globalement, nous, en tant que visionnaires de l'endométriose en vie réelle, par celluloscopie, on voit bien qu'il y a des types, je pense, de déterminants génétiques. Oui, donc pour compléter là-dessus, je pense que de toute façon, la chirurgie du généticien est bien plus dangereuse que la génétique du chirurgien, donc pas de souci, j'opérerai personne. Non, ce que je voulais simplement dire, c'est que je vous ai raconté en fait comment il y a des gènes d'endométriose qui ont été trouvés de par le monde, une vingtaine de gènes, et en fait la méthode utilisée a un nom barbare anglais qui s'appelle le GWAS, c'est-à-dire Genome Wide Association Study, et l'idée c'est en fait vous prenez un grand nombre de patientes, vous les mettez dans un sac, vous prenez un grand nombre de contrôles, et quand je dis un grand nombre, ça veut dire 10 à 50 000 patients. Patientes dans un sac, vous? Leur ADN. Ah bon? Je vous rassure. Et 250 000 contrôles, par exemple, dans un autre sac, enfin leur ADN, bien sûr. Et puis, vous allez regarder sur tout le génome s'il y a des différences entre les deux groupes. Et le fait de mettre tout le monde dans le même sac, ça veut dire que vous ne voyez pas les sous-types. Et c'est peut-être une des raisons pour laquelle la génétique a été relativement peu performante actuellement. C'est-à-dire qu'elle a trouvé des gènes qui sont validés statistiquement, mais qui sont inapplicables d'un point de vue pour les patients, parce qu'ils donnent un risque relatif à un risque qui est faible. Et donc, dans l'avenir, je pense que si on arrive à mieux catégoriser... Il y a un dialogue entre la chirurgie et la génétique pour ça, ou entre l'observation histologique et la génétique. Bien classer les patientes, ça permet de faire de la bonne génétique avec moins de patientes et mieux caractériser. Mieux caractériser les patientes, avoir les bons gènes, ça va permettre de mieux comprendre les types d'endométriose, de classer la maladie et d'aller là aussi vers une sorte de médecine personnalisée avec des applications, de l'intelligence artificielle, etc. Donc l'avenir est un peu radieux de ce point de vue-là, j'espère. Il y a une autre question? Oui, madame. Bonjour et merci beaucoup pour la conférence. J'ai 2 filles qui sont atteintes d'endométriose, une de 38 ans et une de 27 ans. Je veux, pour corroborer ce qu'a demandé la jeune fille, expliquer que j'ai jamais pris la pilule et il semblerait que j'étais atteinte d'endométriose sans le savoir, puisque aujourd'hui, au travers de mes filles, j'ai compris que les symptômes qu'elles ressentent au niveau rectum notamment, c'est vrai que je ressentais ça, mais ça ne m'a jamais invalidée sur le plan personnel. Bon, c'était des douleurs, c'est vrai, mais pas au point de manquer les cours ou de manquer le travail. Et donc, je voulais demander s'il y avait des études qui étaient faites en France pour essayer de retrouver justement, même si on est ménopausé, puisque malheureusement, quand mon aîné
a été découverte tardivement, puisqu'elle est en stade 4, on pouvait essayer de retrouver justement sur le plan génétique au niveau familial pour aider, quoi. Voilà, c'était ma première question. Et la deuxième, c'était pour dire, ça serait bien qu'au niveau des collèges, on puisse en France, au travers d'Endo-France, susciter que les collèges soient sensibilisés pour les filles. Voilà. Merci. Voilà. Alors, la première, non, attendez, il y a une première question d'abord. Je réponds à la première question. Là c'est vraiment une question qui nous préoccupe directement, puisque depuis maintenant 1 an au laboratoire, on est en partie financé par Endo-France. On a un projet de recherche avec une jeune médecin qui fait une thèse de sciences sur des familles, alors ce qu'on appelle des familles d'endométriose. Alors c'est des toutes petites familles, en général ça peut être 2 sœurs ou une mère et une fille atteintes. Et donc effectivement ça nous intéressait énormément d'avoir ces patientes, parce que là on est sûr que quand on est dans une famille, la cause génétique elle est homogène, et donc on pense que ça va être plus facile peut-être de trouver des variants génétiques qui vont expliquer, qui après pourront servir évidemment à l'ensemble de la communauté. Donc voilà, c'est votre témoignage, c'est vraiment les genres de situations qui génétiquement nous intéressent pour faire ces études. Alors bon, bien sûr, c'est des études coûteuses, il s'agit de séquencer tous les gènes du génome à la fois. Ça coûte à peu près 500 € par échantillon, donc on n'en fait pas beaucoup, et plus on en fait, plus on a de chances de trouver. Donc on essaie de trouver une sorte de possibilité de ce point de vue-là. Et comme je disais tout à l'heure, le fait qu'on ait une ministre de la Santé qui soit médecin, ça fait qu'on va peut-être avoir des possibilités d'avoir des financements importants pour pouvoir faire ce genre de projet de façon plus systématique que ce qu'on a. Donc voilà, ça rentre tout à fait dans nos préoccupations. Vous avez tout à fait raison, ça peut nous aider beaucoup à comprendre la maladie et à la communauté des gens atteints. Et Yasmine, la sensibilisation dans les écoles ? Voilà, tout à fait. Nous avons débuté ça il y a quelques années maintenant, et c'est systématique. La statistique dit 1 femme sur 10. Quand j'ai une classe de 65 élèves, il y en a 6 ou 7 qui viennent me voir à la fin, qui me racontent leurs symptômes. Donc oui, partout en France, on fait ces démarches de sensibilisation. On fait aussi beaucoup de choses avec les infirmières scolaires, parce que ce sont la première porte d'entrée. Voilà. Une dernière question ou un commentaire ? Monsieur, on va vous redonner le micro qu'on vous avait retiré précédemment, j'ai vu. Bonjour. En fait, j'ai hésité longtemps pour poser la question. Et bon, finalement, j'ai pris la décision. Et en fait, moi, je viens de la Chine. J'étais docteur, on dit travailler dans l'hôpital aussi. Mais en France, comme j'ai pas le droit, et bon, j'ai arrêté en France. Et en fait, ici, j'aime bien savoir qu'en France, est-ce que vous avez, on dit, une organisation qui fait des préventions dans le côté gynécologique? Et parce qu'en Chine, je sais qu'il y a plein de préventions, expliquer quelle habitude, quelle action dans la vie quotidienne qui est liée, qui est due de quelle maladie, et ça peut créer quel problème aussi au futur. Mais en fait, dans notre, on dit, période de jeunesse, tout ça, on prétend beaucoup. Et après aussi, comme tout à l'heure vous avez prétendu, il y aura 50% de raisons viennent de génétique. Mais de ma connaissance, nous on pense que l'ADN, ça change par notre génération. Donc ça peut quand même diminuer le taux de... C'est justement, on doit faire changer l'habitude dans la vie quotidienne pour tarder, on dit, le problème. Voilà. Alors je vais laisser les médecins répondre, mais la France n'est pas particulièrement très très bonne dans le domaine de la prévention. Mais bon, on n'est pas très on n'est pas réputé pour ça. Et les Chinois sont très forts dans la prévention. Il faut savoir que, je ne connais pas beaucoup, mais un petit peu, la médecine chinoise repose avant tout sur la prévention et éviter justement de tomber malade. Et donc je pense qu'aujourd'hui, c'est effectivement 2 philosophies qui ne sont pas les mêmes, mais aujourd'hui, dès qu'on essaye de mettre quelque chose en place en termes de prévention en France, il y a la difficulté à récupérer, à ce que les gens viennent à la prévention, parce que culturellement, c'est pas fait. Il nous reste 1 minute. Qu'est-ce qu'il y a comme conseil qu'on pourrait donner en prévention pour toutes les femmes qui risquent d'être concernées par la maladie ? Je leur dirais surtout qu'une douleur qui les empêche d'agir dans le quotidien, elle n'est pas normale. Et que si un médecin leur dit non, c'est normal, changez de médecin. Contactez Endo-France, on vous orientera.
C'est tout à fait vrai et je dirais qu'aujourd'hui, acheter des bouquins sur l'alimentation, on a parlé des perturbateurs endocriniens, mais l'alimentation, C'est la première des médecines, disait c'est la Hippocrate. première des médecines et aujourd'hui, d'abord, éviter les sucres, manger moins de protéines animales, éviter le lait. Quand vous avez des problèmes digestifs douloureux, c'est pas forcément l'endométriose, ça peut être corrélé à un syndrome inflammatoire parce qu'on a quelques secondes, mais l'endométriose, c'est un terrain et une maladie. Le terrain restera à vie, c'est sûr. Mais la maladie, on peut s'en occuper, on s'en occupera de mieux en mieux. Par contre, changer le terrain, ça c'est une autre histoire et ça rejoint la question du confrère de Chine, c'est qu'on peut quand même changer son terrain. Et là, aujourd'hui, il faut beaucoup plus d'efforts que ça en termes d'alimentation. Ça sera le mot de la fin. Un grand merci. Bravo pour ce témoignage encore, Yasmine.